je vous demanderai, pour le confort de tout le monde, de mettre vos téléphones en mode silencieux. S'il y a peut-être besoin, vous avez les toilettes qui sont de ce côté quand vous sortez par la porte, c'est juste en face. Voilà. Donc cela étant dit, j'aimerais vous présenter Rita, notre conférencière, qui nous vient des Alpes-Maritimes et qui vient pour nous parler de notre cerveau. Donc, est-ce que vous êtes déjà posé la question comment vous prenez vos décisions? Et que ce soit pour acheter une paire de chaussures ou des choix plus complexes. Donc, nous allons découvrir cela avec Rita, qui est ingénieure et artiste. Elle vous présentera son parcours et vous avez le plaisir aussi de découvrir ici certaines de ses œuvres. Nous vous convions ensuite, après la conférence, à un pot pour prolonger les échanges. Et nous vous remercions pour votre participation pour cela. Pour la présentation de Rita, nous ferons passer tout à l'heure une boîte à défaut de chapeau pour contribuer à ses frais de déplacement et la remercier pour la conférence et en espérant que vous allez passer une belle soirée. Merci. Merci Amanda, merci à tous d'être là. J'espère que vous allez découvrir des choses sur mon cerveau ce soir. Donc, je voudrais d'abord vous présenter mon parcours, qui n'est pas toujours très clair pour certaines personnes. En fait, moi, je suis ingénieur agro à la base. En vrai, je suis ingénieur en agriculture et j'ai commencé avec tout ce dont on parle en ce moment, les normes, la sécurité alimentaire, tout ce qui embête tout le monde. Et je me suis toujours intéressée aux facteurs humains. Excusez-moi, parce que de la ferme à l'usine, en fait, on a affaire à des hommes et des femmes. Et les normes, c'est vraiment le truc le plus désagréable, pour ne pas dire autre chose, à mettre en place. Donc je me suis vraiment posé la question, mais comment faire en sorte que ça soit fait de façon plaisante et utile. Et donc plus tard, j'ai repris mes études en accompagnement au changement. Et comme depuis toute petite, j'étais intéressée par l'art, d'abord par la photo, puisque j'ai développé des photos. Mon père avait un labo, donc j'ai fait beaucoup de photos, et puis je suis passée à la peinture. Et je me suis dit, mais comment allier en fait cette pensée artistique différente au monde des organisations plus classiques. Et donc j'ai créé Art et Management en 2007 à Sophia Antipolis. Et donc depuis 2007, je développe ce concept que j'ai appelé l'esthétique du management, donc de ramener du beau dans les organisations, mais aussi dans nos relations humaines. Donc pas du tout le côté artiste pour défiscaliser, mais vraiment pour faire en sorte que nous ramenions du beau et donc du sens dans nos relations. Parce qu'on a beaucoup pensé au bien, la qualité, au bon, on va dire la finance, mais pas le beau. Et ce n'est absolument pas utopique, ça marche. Et je pense on est tous passés par une phase assez difficile qui était celle du Covid pour comprendre qu'on avait besoin de ramener du sens dans ce qu'on fait, dans notre travail, mais aussi notre rôle sur la planète. Et donc par la suite, j'ai continué à étudier les neurosciences, parce que tout le monde me disait, mais avec toi c'est différent. Donc, j'ai fait beaucoup d'audits de certification, j'ai formé beaucoup de gens. Et j'ai d'abord voulu comprendre mon cerveau, puisqu'on ne vous apprend pas en fait comment le cerveau fonctionne, que ça soit à l'école ou plus tard. Et en fait, la vraie question, c'est pourquoi on ne vous l'enseigne pas. Ça, c'est la question à se poser. Donc, pour mieux nous manipuler, je pense. Voilà, c'est pas moi qui le dis. C'est moi qui le dis, j'assume. Et effectivement, j'ai toujours, quand j'enseigne les neurosciences, attention à en faire bon usage avec éthique et philosophie, puisque c'est exactement comme le nucléaire, tout dépend de ce qu'on va en faire. Et on utilise effectivement les neurosciences, et j'ai commencé à travailler, mon premier poste était chez Nestlé, dans un laboratoire d'évaluation sensorielle, où on comparait en fait, on formait des gens à déguster des aliments pour avoir un profil sensoriel et comprendre en quoi le consommateur préférait tel ou tel produit pour donner des consignes aux industriels. Jusque-là, ça va. Après, voilà, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec les neurosciences? On l'a vécu, et donc il faut faire très attention à l'usage des neurosciences. Et moi, je fais en sorte de transmettre, parce que c'est ma mission, je me forme pour former, mais j'insiste, donc je donne des cours dans des universités, dans des organisations,
pour vraiment en faire bon usage et non pas pour manipuler, puisque tout est dans l'intention. Et donc je vous demanderai de faire pareil. Donc j'ai continué mon parcours dans la peinture et j'ai fait plusieurs expositions. Donc là je vous ai amené quelques toiles et en fait je vous parlerai du lien entre l'art, enfin l'impact de l'art dans le cerveau, mais pas du point de vue simplement peintre, artistique, mais vraiment la pensée créative. C'est pas pour être artiste, mais le pouvoir de pouvoir penser autrement, et notamment quand on a des situations nouvelles. Comment on fait? Quand il y a eu les confinements, il a bien fallu qu'on soit créatif pour pouvoir travailler autrement, se nourrir autrement, vivre autrement. Et donc là, c'est quelle est la partie du cerveau qui est en action et comment notre cerveau fonctionne. Voilà, donc au programme, donc bien sûr en 1 heure, 1 heure et demie, je n'aurai pas le temps de tout partager. En tout cas, moi j'apprends tous les jours. Déjà, du fait de la vie quotidienne, on apprend tous les jours. Mais c'est un vaste sujet. Les neurosciences, c'est vraiment... Je parle de neurosciences comportementales, cognitives et comportementales. Donc c'est vraiment une matière qui est à la croisée des chemins entre la neurophysiologie, la psychologie. Et donc là, c'est vraiment comprendre comment on peut faire bon usage des neurosciences pour soi, dans sa vie, dans son travail, dans les organisations. Puisque je suis persuadée que quand on aime ce qu'on fait, ben on le fait bien. Et le but, c'est de pouvoir être... et ce n'est pas utopique, je répète que ça marche, enfin, en tout cas, moi, je suis mon premier cobaye, c'est de faire vraiment ce qu'on aime. Et en fait, avant de créer Art Management, j'ai monté la filiale de l'AFNOR au Maroc, et un peu comme beaucoup de personnes, j'ai eu la crise de la quarantaine en me disant, mais je ne fais plus du tout ce que je suis. Et donc, je me suis posé la question de ce que j'aimais, et j'aime mon métier, j'aime le management, mais j'aime aussi l'art, et j'ai créé Art Management comme ça. C'est de vraiment s'autoriser à faire ce qu'on aime, mais toute la vie, on nous a formaté à faire des études, faire une carrière, avoir une famille, avoir une voiture pour être quelqu'un. Et moi, ma philosophie, c'est apprendre à être qui on est pour faire ce qu'on aime. Donc j'espère que ce soir, vous aurez des clés pour cela. Déjà, est-ce que vous avez des questions avant que je me lance dans les processus de décision particulières sur le thème de la soirée? Parce que ce que je ferai aussi, c'est de prendre un exemple concret pour pouvoir illustrer en fait toutes ces connaissances de façon pratique. Parce que souvent, je vais parler des neurosciences, puis à la fin, on va me dire, mais c'est quoi le lien avec la vie? Et en fait, je vais vraiment prendre un exemple pour vous permettre de faire ce lien, mais si quelqu'un a un cas concret ou une question avant de démarrer, ça peut nourrir aussi ma palette. Oui. J'ai eu un souci, alors je viens d'arriver dans la région, je viens de la région parisienne. J'ai eu un souci dans l'affiche. Parce que ce qui m'a attiré, c'est simplement les 2 mots, neurosciences et art. C'est-à-dire que on a tous été à des expositions, et on aime l'art aussi, tous. Et puis, les neurosciences, c'est pas le cas. Et pour moi, c'était la première fois que je voyais dans une affiche un mélange de deux mots qui sont très importants pour moi, donc l'art et les neurosciences. Et c'est très bien, comme approche, c'est très bien. Vous attirez quelqu'un qui aime d'abord l'art, après la neuroscience, mais mélanger les deux, j'ai pas vu ça, j'ai vu ça nulle part. C'est un nouveau concept. Je vous remercie parce qu'en fait, quand j'ai créé Art Management en 2017, tout le monde m'a dit mais c'est pas sérieux, tu t'es trompé de nom, change le nom de ta boîte, c'est l'art du management. En plus, j'étais DG de l'AFNOR, je suis quand même experte pour des organisations internationales et ils trouvaient que ça faisait pas sérieux. Je dis non, mais moi c'est clair, c'est ce que j'aime. Simplement, c'est vrai que j'ai utilisé des méthodes créatives, j'ai fait faire plein d'ateliers créatifs, j'ai amené des collaborateurs, des organisations dans des musées avec des thématiques autour de l'art, j'ai fait le pont entre l'art et le management. Et puis un jour, j'arrive là où j'avais mon bureau avec une toile, je sortais de mon atelier de peinture. Et quelqu'un me dit, mais tu peins vraiment? Je dis, bah oui, avec des vraies toiles et des vrais pinceaux. Et en fait, il pensait que c'était juste du marketing. Et non, moi, je fais les deux. Et là, dernièrement, en fait, je rentre d'un an de mission quasiment à l'international. Et je me suis dit, quand j'étais là-bas, je dis, si je reviens,
je ferai vraiment ce que j'ai jamais osé faire, c'est prendre mon pressbook et aller voir les galeries. Parce que bon, j'habite à côté de Grasse, à côté de Saint-Paul-de-Vence. Enfin, je suis venue dans cette région notamment parce que c'était une région où il y avait beaucoup de peintres. Et du coup, les artistes me disaient, mais est-ce que vous êtes amateur, vous êtes ou pro? Je dis non, moi je suis amateur. Non, non, il ne faut pas dire ça, il faut dire que vous êtes pro, vous vivez que de l'art. Donc en fait, les artistes, et j'ai fait des expositions, j'en ai fait 7, 8, dont une à Saint-Tropez, et je faisais des allers-retours parce que j'avais des formations, et puis tous les peintres étaient là, et puis j'étais un peu exclue, parce que je n'étais pas une vraie artiste. Donc en fait, je suis exclue de tous les mondes, mais ça, je l'ai vécu depuis toute petite. Parce que moi, j'ai une grand-mère qui était moitié autrichienne, allemande, qui est devenue française, qui a épousé mon grand-père marocain. J'ai grandi au Maroc, donc depuis toute petite, on veut mettre dans des box. Mais vous aussi, on met des étiquettes. Et on a utilisé le fait de mettre des étiquettes. Et aujourd'hui, on voit bien cette dualité. Hein. Vax, non-vax, pro, contre. C'est une stratégie pour faire perdre le cerveau, pour qu'à la fin, ils disent mais juste dis-moi ce que je dois être. Et en fait, de tenir à votre être, qui vous êtes vraiment dans la verticalité, demande du courage, de l'alignement. Et effectivement, depuis 17 ans, c'est la première fois que je lance vraiment ce concept. Parce qu'un jour, j'ai dit, ben zut, c'est moi. Voilà. Et donc, j'essaie d'inspirer des gens. J'essaie pas de briller, mais d'être une petite lumière dans l'obscurité pour dire que c'est possible. Et qu'effectivement, c'est pas facile, mais au moins, vous êtes alignés. Et si vous pouvez inspirer d'autres personnes, ça donnera envie à d'autres personnes d'être qui ils sont vraiment. Voilà. Et donc, merci pour la remarque. Et je vais parler de l'impact de l'art sur le cerveau. Donc, le thème, c'est vraiment de comprendre comment on décide. En fait, quand on a une décision à prendre, ben, on va analyser, on a une situation, on va faire le plus, le moins, il y a plein de techniques. Et donc, on va évaluer les différentes situations. On va focaliser notre attention sur certaines parties des options. On va faire des scénarios, on va évaluer. Et là, je parlerai des biais cognitifs. Et puis, on prend une décision. D'accord? Mais il y a certaines décisions qui sont simples. Quoique, d'acheter une paire de chaussures, c'est pas toujours simple. Mais ce n'est pas une décision qui va engager votre vie. Et puis, il y a d'autres décisions plus importantes qui vont engager votre vie. Et en fait, le fonctionnement du cerveau est similaire, avec bien sûr des paramètres différents en termes de l'importance et la gravité de la décision, enfin l'impact de la décision sur votre vie. Et donc de vraiment comprendre comment on décide, comment notre cerveau fonctionne, va vous permettre de prendre des décisions plus en conscience. Mais nous avons tous un mécanisme similaire. Donc notre cerveau est celui-ci, alors c'est pas une de mes peintures, j'aurais bien voulu, mais c'est une photographie en résonance magnétique. Alors aujourd'hui, grâce aux électroencéphalogrammes et puis tout ce qui est IRM, on peut vraiment découvrir, chaque jour on découvre un peu plus du cerveau. Tous les jours, il y a des nouvelles recherches qui sont publiées sur le cerveau, c'est un vaste sujet. Et notre cerveau, ben, c'est 100 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions synaptiques. Alors les neurones sont les cellules nerveuses, donc ce sont des cellules qui ne se touchent pas, et quand elles communiquent entre elles, ça fait des connexions synaptiques. C'est la synapse qui va lier les neurones entre eux, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le médical dans la salle, donc vous savez comment ça fonctionne, mais c'est un échange aussi bien chimique qu'électrique, d'ions et de cations. Et donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas des cellules musculaires. Quand on vous dit de muscler votre cerveau, non, ça ne marche pas comme un muscle, et heureusement. Parce que sinon, si on avait des crampes, ça serait un peu compliqué. Donc c'est vraiment des cellules nerveuses, et on va découvrir donc la magie du cerveau. Alors de façon très schématique, le cerveau est découpé en 3 grandes parties. Donc le cerveau reptilien, et les noms sont donnés par rapport à l'évolution de notre espèce humaine. Donc le reptilien qui est vraiment le cerveau de la survie, des grandes fonctions physiologiques. Le cerveau limbique qui est découpé en paléolimbique et néolimbique. C'est la tour de contrôle des émotions, et c'est aussi là où on stocke la mémoire. Et puis le cortex, le néocortex, c'est la partie frontale du cerveau, qui est ce cerveau créatif, c'est-à-dire c'est celui qui va trouver des idées, c'est celui qui va s'adapter à des situations nouvelles. Et nous avons 2 grands catalyseurs dans notre cerveau, c'est le plaisir et la survie. C'est vraiment ce qui nous anime. On prend des décisions, soit parce qu'on a envie, soit parce qu'on a peur ou qu'on est triste. En fait, dans ce cerveau, on a 2 systèmes que Daniel Kahneman a appelé système 1, système 2.
Pour ceux qui sont intéressés, je peux partager une bibliographie. Il y a énormément de neuroscientifiques et tout ce que je vous raconte s'appuie sur des analyses scientifiques. Mais Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie, mais c'est lui qui a développé le principe du système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Donc le système 1 est le système automatique qui va très vite, qui est hyper fiable sur des situations connues, et le système 2 qui est plus lent, qui est notre néocortex. Donc le système automatique, c'est principalement le reptilien et le limbique, et le système 2, c'est celui qui va être conscient. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, vous êtes concentré, vous essayez de comprendre comment fonctionne la voiture, pour passer les vitesses, la largeur de la voiture, donc là c'est votre système 2, parce que vous apprenez quelque chose de nouveau. Et une fois que vous l'avez appris, pour économiser l'énergie, parce que le néocortex consomme 80% d'énergie du cerveau, on va le stocker dans le limbique. Et c'est pour ça que des fois, vous arrivez chez vous en vous disant « mais comment je suis arrivé là ?» Parce que c'est votre pilote automatique qui a pris les commandes. Et heureusement qu'on a ce système, parce que sinon on serait fatigué. Si en fin de journée, il fallait qu'on réfléchisse comment on écrit, comment on mange, comment on conduit, si je reconnais la tête de mon mari, voilà. Donc c'est important d'avoir des systèmes automatiques. Donc, mais il faut savoir que la plupart de nos décisions sont en mode automatique pour optimiser l'énergie du cerveau. Et c'est pour ça qu'après une journée très fatigante en termes de travail, de réunion, on est très fatigué parce qu'on a consommé énormément d'énergie du cerveau. Est-ce que vous savez, des fois ça part et ça revient, est-ce que vous savez en pourcentage d'une journée normale, quel est le pourcentage du mode automatique qu'on utilise dans notre cerveau? 80%. 80%, qui dit mieux? 90, 95. Ça dépend des gens aussi. De façon, c'est pour ça que je dis de façon moyenne, on utilise 99% de nos actions et donc de nos décisions sont en mode automatique. C'est-à-dire qu'on a 1% de nos décisions qui sont vraiment conscientes. Alors bien sûr, ça dépend des gens, ça dépend des situations, mais il faut savoir que 99% du temps, on est en mode automatique. Par exemple, quand le micro s'arrête, je dis tiens, il s'arrête, j'ai pas réfléchi, tiens, il s'est arrêté, il faut que je tape là-dessus, c'est venu tout seul. D'accord? Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va capter des informations pour savoir si c'est ami, ennemi, dominant, dominé, et tout ça se fait de façon automatique. C'est pour ça que quand on avait des réunions, en fait le cerveau, et j'en parlerai plus loin, a besoin de capter des informations par ses 5 sens pour pouvoir se positionner dans un environnement. Et ça, c'est le cerveau archaïque. Savoir de quelle manière il faut se positionner, parler, se comporter. Et quand on avait les réunions virtuelles en Zoom, notre cerveau était très fatigué parce qu'il n'avait que la vision et l'ouïe, mais il n'avait pas la perception du toucher, du goût, qui sont, tous ces sens-là nous donnent des informations. C'est pour ça qu'on apprécie, par exemple, vous partez en vacances avec un groupe de personnes, vous allez échanger avec certaines personnes et pas d'autres. C'est l'attirance qui se fait quand vous rentrez dans un endroit, vous sentez les choses. Et tout ça se fait de façon automatique par votre cerveau. Et donc on a 60 000 pensées par jour, peut-être pour certaines personnes beaucoup plus et peut-être pour d'autres beaucoup moins, mais c'est énorme. Et tout ça se fait de façon automatique. Et donc notre prise de décision se fait aussi la majorité du temps en mode automatique. Même quand on pense qu'on le fait de façon consciente, la majorité de l'information est traitée de façon automatique. Si vous avez des questions, moi je vous invite à m'interrompre, à interagir, à ne pas tout laisser pour la fin. Moi ça me va bien. Si vous avez, Et donc nous avons une grande qualité qui est la neuroplasticité. Et la neuroplasticité, c'est quoi? C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à la fin des années 2000, on produit des neurones jusqu'à la fin de notre vie. Si on a une hygiène du cerveau, alors l'hygiène du cerveau c'est quoi? C'est d'abord une hygiène normale du corps, donc bien dormir, bien manger, faire du sport, boire beaucoup d'eau, parce que le cerveau c'est 80% d'eau, mais surtout être curieux, c'est-à-dire d'avoir toujours, de découvrir des nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux, faire des choses différemment, de s'interroger, de se questionner. Et en fait, on a tendance à ne pas le faire, à tomber dans une routine, donc c'est vraiment important de se questionner. Par exemple, je demande toujours, je ne demande pas la réponse, mais est-ce que vous êtes déjà demandé, alors peut-être que comme il y a beaucoup d'infirmières dans la salle, je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi notre corps est à 37 degrés et pas à 36 ou 39? Je ne demande pas la réponse, mais est-ce que vous êtes posé la question?
Voilà, on nous a dit que c'était 37,2, ben c'est 37,2, et puis c'est comme ça. Bon, la réponse, on la connaît, c'est parce que c'est la température optimale pour le développement de notre microbiote dans les intestins. Mais déjà, se poser la question. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été données, qu'on prend pour acquis. Pourquoi le ciel est bleu? Enfin, toutes les questions qu'on pose quand on est enfant, et puis on nous brime en disant mais arrête de dire pourquoi. Ben oui, il faut continuer à s'interroger, à être curieux, et à se demander pourquoi. Et donc la neuroplasticité, c'est quoi? Ben, c'est la capacité du cerveau à créer des nouvelles connexions synaptiques, ça veut dire de créer des nouvelles pensées. Avant chaque action, il y a une pensée. Donc si vous voulez changer votre façon d'agir, c'est d'abord changer sa façon de penser. Et l'autre chose que je redirai encore au long de cette conférence, c'est qu'en fait, on ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer l'interaction qu'on a avec l'autre. Et pour changer l'interaction qu'on a avec l'autre, il faut d'abord changer sa façon de penser. Et c'est pour ça que Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Et en changeant votre façon d'interagir, vous allez effectivement faire réfléchir l'autre. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'on a cette capacité de changer notre façon de penser. Et donc là c'est la façon dont la mémoire en fait se construit. Donc la première image à gauche, c'est 2 neurones. Donc comme vous voyez, ils ne sont pas en contact, mais c'est des échanges chimiques et physiques qui se font entre 2 neurones. Et quand on a la mémoire à court terme, c'est une stimulation unique entre 2 neurones, et la mémoire à long terme, on crée des élongations comme un arbre. Et c'est pour ça que quand les personnes perdent la mémoire ou qui ont des maladies neurodégénératives, en fait, elles se rappellent plus de la mémoire à long terme que court terme. Ou que vous, quand vous êtes fatigué, vous savez plus où vous avez mis votre téléphone, vos clés. Et donc, ça, c'est quand on est fatigué. Et on vous dit de prendre du magnésium parce que ça restimule, en fait, la connexion synaptique. Et ces connexions synaptiques sont catalysées par la présence de sérotonine, qui est un neurotransmetteur notamment du plaisir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité à retenir quelque chose qui nous est utile. Vous savez que plusieurs fois, je ne sais pas, moi, vos enfants vous répètent 15 000 fois la même chose et vous ne retenez pas parce que ce n'est pas quelque chose qui vous est utile dans l'immédiat. Après, il y a l'utilité immédiate, l'utilité à long terme, ou bien les enfants qui n'arrivent pas à apprendre leur cours d'histoire géo et pourtant ils retiennent 50 000 cartes de Pokémon. Donc ils ont cette capacité de retenir. Et c'est juste qu'ils n'ont pas envie. Rappelez-vous, quand vous étiez au lycée, la matière où vous étiez le plus nul, c'était là où vous aimiez moins le prof. Donc c'est relié à tout ça. Et on utilise aussi les neurosciences pour mieux éduquer et mieux transmettre pour que les personnes retiennent mieux les choses. Alors, on va parler d'émotions également. Alors, tout le monde vous dit oui, les gens de mon métier, qu'il faut gérer ses émotions. Alors, je vous rassure, vous ne pouvez pas les gérer, laissez tomber. Alors, abandonnez. On ne peut pas gérer l'émotion puisque c'est le limbique qui va générer notre ressenti émotionnel. Par contre, on peut gérer l'expression de l'émotion et c'est très différent. Donc, au centre des flèches, vous avez les 4 émotions principales qu'on utilise en neurosciences, que moi j'utilise dans mes accompagnements. Il y en a beaucoup plus, mais déjà celle-ci, c'est déjà très bien. Et autour des flèches, vous avez l'expression d'émotion. Donc quand je suis dans le désir, j'avance, je suis motivé. J'ai trouvé, vous êtes venu ici parce que vous étiez motivé, vous avez pris la décision de venir, parce que vous aviez envie. D'accord? Donc on trouve toujours, on est les premiers menteurs à soi-même. Hein. Quand on dit j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, surtout, c'est que quelque part, j'ai pas envie. Moi, j'ai le temps d'aller à mon cours de peinture, mais j'ai pas le temps d'aller à la piscine. Donc, c'est que quelque part... mais voilà, ça change, je me dis, mais qu'est-ce qui me déplaît? Et oui, c'est vrai, j'aime pas le côté vestiaire, machin, le truc. Donc, j'ai identifié pourquoi j'aime pas. Et ça me permet aussi de déculpabiliser. Quand vous comprenez pourquoi vous n'aimez pas quelque chose, ça permet de mieux vous comprendre, donc mieux vous connaître. Donc quand on est en colère, on va être en posture agressive. Mais là, on est vraiment dans le cerveau limbique. Donc imaginez un lion qui arrive sur le territoire d'un autre lion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger son territoire. Si on est agressif, c'est-à-dire qu'on est prêt à sauter. Vous avez le cœur qui bat, vous avez les muscles qui se tendent, vous avez des tensions dans le corps. Vous êtes prêt à sauter parce qu'on vous a intrusé sur votre territoire. On ne vous a pas respecté. Que quelqu'un vous double à la boulangerie ou sur la route. Donc là, on est en colère, on est agressif.
Et en fait, c'est parce qu'on est en colère contre l'autre, mais on est en colère aussi contre soi, parce qu'on dit je suis pas assez bien pour être entendu. Mais j'arrête pas de répéter les mêmes choses, mais on ne m'écoute pas. Et là, on est en colère. Donc là aussi, c'est de décoder en fait ces émotions. Quand on a peur, on est en mode fuite. Alors la fuite, ça peut être la fuite partir en courant, ou la fuite dans le silence, ou la fuite dans la procrastination. Donc là aussi, on nous a tous éduqués à nous dire il ne faut pas avoir peur, mais la peur est une information. Qu'est-ce que j'en fais de cette peur? Parce qu'elle m'indique des choses très utiles. Si on n'avait pas eu peur, on ne serait plus sur la planète. La peur vous a protégé de la mort. Sauf qu'aujourd'hui, on a des peurs qui ne nous mettent pas forcément en danger de mort, mais qui peuvent nous mettre en danger de jugement, de danger social ou de danger économique. Mais elle ne nous met pas en danger de mort. Et donc, de vraiment décoder ces peurs, ça permet d'aller identifier de quoi vous avez besoin pour être rassuré. Et puis, la tristesse, la détresse, ce sont des pleurs. Là, c'est le besoin de lien social. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Le manque d'ocytocine, le manque de lien social, la tristesse qui s'est installée. Parce que c'est un besoin de lien social. Donc, quand on est petit, on se fait consoler par papa, maman, papa, ça dépend. Mais quand on est adulte, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la copine. Quand on est une femme, quand on a un homme, quand on est triste, on va aller s'isoler, on fait l'ours parce qu'on veut parler à personne. Donc voilà, chacun a son expression en fait. Mais en fait, si vous comprenez que l'émotion est une information qui veut vous communiquer des besoins essentiels, vous aurez un rapport différent aux émotions. Et ne les repoussez pas parce que ce sont des informations. Quand vous avez faim, qu'est-ce qui se passe? Ça gargouille. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est une information. Et bien les émotions, c'est pareil. C'est ni bien ni mal. Alors les gens vont vous parler d'émotions positives ou négatives. C'est l'expression. Qu'est-ce que vous allez en faire qui va être positif ou négatif pour vous? Mais ce n'est pas l'émotion en soi. L'émotion est une information que vous communique votre cerveau limbique. Donc le décodage des émotions, c'est vraiment très utile pour comprendre quels sont vos besoins. Et dans le cerveau, on a identifié que les émotions se situent dans différentes parties du cerveau. Et on a notamment l'insula et l'amygdale qui sont dans le limbique, qui sont les producteurs de neurotransmetteurs qui vont vous donner ce ressenti émotionnel. Et donc on a des dizaines de neurotransmetteurs, j'en ai mis que quelques-uns ici. Donc vous les connaissez, la dopamine qui vous donne vraiment l'envie d'agir. Vous avez la noradrénaline qui est l'accélérateur, donc c'est ce qui va être utile quand on révise des examens par exemple. L'acétylcholine, c'est la créativité, l'ouverture d'esprit. L'acide gamma-aminobutyrique, c'est la maîtrise de soi. La sérotonine, c'est la joie de vivre. Je vous ai parlé de l'ocytocine aussi, qui est sur le lien social. Donc en fait, toutes les vitamines qu'on vous donne vont vous donner des neurotransmetteurs pour booster en fait ce type de production de neurotransmetteurs. Et dans l'alimentation, on a des apports des différents transmetteurs également. Et donc, en fait, dans notre corps, on va ressentir l'émotion de façon différente. Mais comme on s'est déconnecté de notre corps, on ne sait plus reconnaître les émotions. Comme je vous disais, quand on est en colère, on va se sentir contracté, tendu. D'ailleurs, en fin de journée, souvent, vous savez, la mal à la nuque, les omoplates tendues, vous êtes contracté. Et donc, on a identifié des différences de température. Donc, quand on est en colère, donc la colère, elle est en haut à gauche, vous avez tout le haut du corps, c'est la moutarde qui montonne, ça bouillonne. Pourquoi ça bouillonne? Parce que votre cœur s'accélère pour aller alimenter les muscles qui vont être contractés. Et votre rythme cardiaque va s'accélérer. Quand vous avez peur, vous avez plutôt l'extrémité des membres qui sont froids, les mains froides, les pieds froids. Donc déjà, première étape, et c'est ce que je fais en coaching individuel, c'est dire mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous avez telle ou telle émotion? De vraiment se reconnecter pour détecter les signaux faibles. Et je le dis parce que moi j'étais quelqu'un qui partait en colère tous les jours, jusqu'au jour où un de mes fils m'a dit mais maman, tu es en colère mais vraiment tous les jours quoi. Et je m'en étais pas rendu compte. En fait, on voit ce qui se passe chez les autres, mais on voit pas ce qui se passe en soi. Et donc j'ai commencé à travailler pour aller décoder la colère. Et j'ai étudié les neurosciences d'abord pour moi, mais il se trouve que c'est super utile et c'est pas compliqué. Ce sont des clés simples et qu'une fois que vous partagez, vous allez beaucoup mieux comprendre vos réactions et vos décisions. Et donc un schéma qui a l'air compliqué mais qui n'est pas compliqué,
c'est qu'en haut à droite, vous avez une situation, donc quand vous avez une décision à prendre, et vous avez deux chemins, A et B. Donc le chemin A, c'est le chemin analytique. Quand j'ai une décision à prendre, je vais me projeter dans des options A, B, C. Je vais faire des scénarios pour ça, voilà, de façon analytique. Et vous avez le chemin B qui passe par la mémoire émotionnelle. Mais la décision passe de toute façon par la mémoire émotionnelle. Toujours. Et en fait, ce qu'on dit en neurosciences, c'est que la mémoire du futur, donc l'anticipation, se trouve dans la même zone que la mémoire du passé, et donc on ne peut pas se projeter dans autre chose qu'on ne connaît déjà. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions par rapport à votre vécu émotionnel. Mais des fois, on en a conscience, des fois, on n'en a pas conscience, parce que ce sont des mémoires qui sont très lointaines, qui peuvent revenir même au moment de ce qu'on appelle le projet vie, quand votre mère était enceinte de vous. Et c'est là où on travaille avec des techniques, des TCC, des thérapies cognitives et comportementales, en EMDR, donc le mouvement des yeux, en hypnose, pour aller retrouver ces mémoires, pour les refaire passer au niveau du néocortex et les revivre avec notre cerveau d'adulte qui en a la capacité et qui est responsable. On n'est pas obligé de revenir aussi loin. Moi, je sais qu'en coaching, je suis pas psy, donc comme je dis, je soigne des gens sains, sauf que personne n'est sain, en commençant par moi. On a tous nos mémoires, on a tous nos blessures, mais en fait, ce sont nos blessures, nos croyances qui vont nous permettre d'aller identifier ce sur quoi on a besoin de mettre de la lumière, de la connaissance, de l'amour, en commençant par vraiment se comprendre soi-même. Donc si je reviens à mon processus de décision, en fait, vous avez des émotions à chaque étape. Et donc là, je vais vous présenter vraiment la façon dont on prend des décisions. Donc on a utilisé l'espace de travail neuronal, qui est un modèle qui est issu des recherches, des neuroscientifiques. Et donc cet espace de travail neuronal vous explique comment on prend nos décisions automatiques. Donc déjà, on fait appel à nos 5 sens, donc la perception, ensuite à la mémoire, ensuite, c'est en même temps, tout se passe en même temps, quelques millisecondes. Simplement là, je vais vraiment dépouiller étape après étape pour que vous compreniez comment se passe le processus. L'attention, sur quoi on porte notre attention, l'évaluation, à quoi on donne de la valeur pour prendre notre action, donc c'est la décision. Et donc je vais passer pétale après pétale pour vous montrer de quelle manière vous pouvez mieux comprendre la façon dont vous prenez des décisions. Et pour cela, je vous ai dit que j'allais prendre un exemple concret. Donc j'ai pensé à un exemple d'une personne qui est salariée, qui voudrait se lancer à son compte. Je ne sais pas si ça parle à quelques personnes ici. En général, c'est un peu le sujet d'actualité. C'est comment sortir du système et travailler pour soi. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, si certaines personnes vivent ça, qu'est-ce qui vous retient de le faire en fait? Les peurs, mais les peurs, c'est un bol de spaghettis. Donc il faut les tirer, une peur après l'autre. Donc il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur du succès. Et la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. Il revient toujours à ce qu'il connaît, sans arrêt. Pourquoi il n'aime pas l'inconnu? Parce que l'inconnu demande de l'énergie. Ça demande de se questionner, ça demande de voir les choses autrement. C'est beaucoup moins fatigant de continuer à faire comme d'habitude. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses par habitude. Donc il y a la peur, il y a aussi peut-être de la colère aussi. Enfin, moi je suis à mon compte depuis presque toujours, parce que j'ai créé ma première boîte à 25 ans. Et oui, il y a de la colère parce que quand on est à son compte, il faut se battre beaucoup plus, on paye beaucoup plus de charges, il y a beaucoup plus d'injustice, donc il y a de la colère, il y a la tristesse aussi d'être seul. Voilà, mais de se le dire en toute honnêteté, d'aller identifier et poser sur le papier chacune de vos émotions. Et puis il y a le désir, bien sûr, parce que vous avez envie de vous lancer à votre compte. Et ça va au-delà de faire du plus et du moins, c'est de vraiment aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps déjà, au niveau émotionnel. Et en fait, je l'ai fait pour accompagner quelqu'un qui voulait sortir de son entreprise et qui arrivait en session vraiment transi parce qu'il avait pris conscience de toutes les émotions, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Donc on a travaillé de façon analytique, on a posé toutes les émotions. Et puis après, j'ai travaillé en méditation aussi dans un état modifié de conscience pour aller toucher le cœur, toucher vraiment le ressenti. Et du coup, après, on a trouvé des solutions à chacune de ces émotions.
Et il est reparti avec la banane parce que justement, on avait passé l'étape de l'incertitude. Mais si on repousse, dit non, j'ai pas peur, ou on fait comme si, Superwoman, quoi, Superman qui va tout réussir et tout. Donc on rate l'information. Mais le cerveau, il continue, lui. Il continue de ruminer, il continue de se poser des questions, il continue d'être dans l'incertitude. Et si vous amenez cette incertitude à la lumière, à la surface, et que vous les adressez, que vous communiquez avec elles, et vous dialoguez, et vous leur demandez ce qu'elles ont à vous dire, vous aurez plein de réponses et plein d'idées. Et ça fait partie du cerveau créatif aussi. C'est d'aller chercher ces émotions pour trouver des idées. Donc la perception, on va commencer par la première pétale. Donc ici, le premier pétale, pardon, je fais toujours la même erreur. Qu'est-ce que vous voyez ici? Rien du tout, parce que je n'ai pas cliqué, voilà. Donc classique, hein, illusion d'optique. Donc vous le voyez de face et de profil, en fonction de comment vous portez votre attention. C'est vous qui décidez s'il est de face ou de profil. En fait, la première des choses à comprendre, c'est qu'on crée tous notre propre réalité. C'est-à-dire que si je vous demandais de fermer les yeux et de me décrire, ben vous allez chacun trouver quelque chose de différent, décrire la salle. On a tous notre propre réalité par nos perceptions. Donc pour cela, le cerveau va utiliser les 5 sens, comme je vous disais tout à l'heure, donc avec des informations sans arrêt par nos 5 sens. Et donc le cerveau est un récepteur d'informations, mais après il va émettre. Et comme je dis, le cerveau est un pont entre le corps et l'esprit. C'est pas une finalité, le cerveau. Dans les neurosciences, c'est juste un moyen pour mieux se comprendre et savoir comment on réagit. Alors ces lignes sont-elles parallèles? Vous allez me dire oui, parce que je pose la question, mais quand on regarde, on a du mal à y croire. Et pourtant, elles sont vraiment parallèles. Je ne sais pas si je peux vous le prouver là. Est-ce que ça... Et pourquoi on a cette impression? Parce qu'il y a une alternance des cases noires et blanches. Et donc le cerveau est sans arrêt en train de recevoir des informations. On a des peurs inconscientes, on entend des sons inconscients, on reconnaît un visage de façon inconsciente et ça va aller catalyser différentes zones du cerveau. Là, bon, il y a des photos de cerveau, on voit où ça impacte, où les mots émouvants vont impacter. Donc vous voyez là, en bas à droite, ça va stimuler la base du cerveau, donc c'est plus le reptilien. Donc on ressent sans arrêt par rapport... vous savez que le verbal, c'est 7% à peu près la communication verbale. C'est-à-dire que 93% est dans le ressenti émotionnel en fait. On ressent les gens. Et puis on utilise beaucoup dans notre quotidien, si vous réalisez, on utilise beaucoup les verbes liés au sens pour parler de situations quotidiennes. Je ne peux pas le sentir. Ok, quoi d'autre? Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Et donc chaque sens en fait est vraiment essentiel, mais on est déconnecté de nos sens. Quand vous mangez pas, vous connectez pas au goût en fait de ce qu'on mange, parce qu'on est toujours en train de faire autre chose. Mais de revenir en fait en pleine conscience, et c'est ce que j'amène à faire aussi, c'est vraiment des exercices de pleine conscience pour reprendre conscience de chacun de ces sens. Quand vous allez vous balader dans la nature, utilisez un sens après l'autre. Par exemple, quand vous marchez, écoutez le bruit de vos pas sur le sol, sentez l'odeur de la nature, écoutez le bruit des oiseaux, des insectes, regardez les millions de vers qu'il y a dans la nature. Faites cet exercice d'utiliser un sens après l'autre et vous verrez que vous allez petit à petit vous reconnecter. Quand vous prenez votre douche, sentez la douceur de l'eau sur votre peau, l'odeur du savon, et d'apprécier vraiment ce moment avec vos 5 sens. Faites-vous ce petit exercice de façon régulière et vous verrez que vous allez réactiver en fait votre reconnexion à votre corps et à vos sens. Alors le beau, l'impact du beau sur le cerveau, l'impact du beau et de l'harmonie, en fait, vous avez dû entendre parler du nombre d'or, qui est le nombre de l'harmonie. En fait, ce nombre d'or, on le trouve partout dans la nature. Moi qui suis ingénieur en agriculture, on partait avec notre flore végétale pour reconnaître les plantes, et toutes les plantes suivent le nombre d'or.
Donc les pétales sont faites de façon très régulière, les mollusques pareil, du très petit au très grand, donc au cosmos, en fait, tout se fait selon une règle mathématique unique qui est le nombre d'or. Et donc les artistes, mais aussi les architectes ont suivi les constructions, les peintures de façon harmonieuse en respectant le nombre d'or, les pyramides aussi. Et en fait, quand ce nombre d'or est utilisé, il y a une certaine harmonie qui vous fait du bien. Par contre, quand vous voyez une œuvre, je n'ai pas mis l'exemple ici, mais s'il y a des œuvres, des sculptures par exemple qui sont disharmonieuses, ben, ça contrarie le cerveau. C'est-à-dire que le beau fait du bien au cerveau. Donc alors voir du beau, mais pas que voir, écouter du beau, écouter la musique qui est vraiment qui va vous faire du bien, et on dit bien que la musique fait du bien au cerveau, donc c'est vraiment important de comprendre que le beau a un impact sur le cerveau, mais de façon non consciente. C'est pas vous êtes. Alors après, j'ai pas développé ici, mais j'ai fait une vidéo sur le sens du beau et les différents types de beau. Il y a le jugement esthétique, où là vous utilisez votre néocortex et vous analysez l'œuvre. Vous dites ben, voilà, je l'aime pour ci, pour ça. Et puis il y a l'émotion esthétique, il y a le ressenti émotionnel en fait. Qu'est-ce que cette œuvre vous fait? C'est pour ça que aussi quand vous allez regarder, c'est pour ça que le juge, en fait, l'appréciation de l'art est très subjective parce que chacun a son propre ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que fait ces toiles, qu'est-ce qu'elles vous font, ou rien du tout. Simplement, vous n'avez aucun. Mais quand il y a un lien émotionnel qui se crée entre l'œuvre et le spectateur, vous allez voir une belle pièce de théâtre, ou vous voyez un beau film. Voilà, c'est quelle est cette interaction en fait de cette œuvre d'art sur votre cerveau. Et donc Pierre Lemarquis, qui lui a travaillé, alors vous parlez de art et neurosciences, donc Pierre Lemarquis, c'est une personne qui a beaucoup travaillé qui est un neuroscientifique, qui est basé à Toulon, qui a beaucoup travaillé sur l'impact de l'art sur le cerveau, et plusieurs livres aussi que je pourrais partager en vidéo. Et donc lui, il a dit, on constate une diminution d'activité du cortex orbitofrontal, donc le néocortex, quand les œuvres ne sont pas appréciées. Cette partie du cerveau située en avant, juste au-dessus des cavités orbitaires, joue un rôle dans les prises de décision, les émotions et leurs souvenirs, les circuits de la récompense, dont je parlerai tout à l'heure, du plaisir. Elle joue vraisemblablement un rôle à la fois activateur et inhibiteur dans le contrôle des processus créatifs ou réceptifs. Donc en fait, pourquoi j'utilise l'art pour amener des groupes de personnes à mieux travailler ensemble, ou en individuel, ou personne à être mieux avec elles? Parce que je passe par une phase où je vais aller toucher le ressenti émotionnel et de s'aligner en fait dans une phase de divergence pour travailler vraiment sur la partie du cerveau, le système 1 en fait. Donc ça peut être différentes activités, je fais pas mal d'ateliers collage, bon, en plus du fait que les gens se découvrent entre eux alors qu'ils travaillent ensemble depuis 20 ans, c'est intéressant, mais c'est surtout qu'on va arriver à dire des choses qu'on n'aurait pas réussi à dire avec des mots, ce qu'on va dire avec des métaphores, des images. On va vivre une expérience émotionnelle différente. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui. Et donc, en fait, on a chacun notre perception, et il faut savoir que la prise de décision n'est pas que rationnelle. Même si vous dites, ou que quelqu'un vous dit c'est complètement rationnel, non, c'est pas possible, ça passe forcément par une mémoire émotionnelle. Parce que nous pensons selon ce que nous savons, nous pensons ce que nous pensions voir et percevoir, et comme je disais, la réalité est différente d'un individu à un autre, mais notre perception est limitée par ce que nous voulons voir, par ce que nous pouvons voir, ce que nous avons appris à voir. Et je pourrais rajouter, est-ce qu'on veut vous faire voir? Voilà. Donc c'est assez important, et j'avais quelques exercices à vous montrer en vidéo. Voilà, donc là en fait c'est Stanislas Dehaene, donc un neuroscientifique qui fait une conférence sur les neurosciences. Pareil, je peux partager avec vous le lien de la vidéo. Et là donc je vous invite, alors est-ce que si je mets mon écran ça marche, je vous invite à vous focaliser sur le point blanc et regardez ce qui se passe avec les points jaunes.
qu'est-ce qui se passe avec les points jaunes? Il y en a qui disparaissent. Il y en a qui disparaissent et qui apparaissent, et pas forcément en même temps que votre voisin. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vous ai demandé de fixer votre attention sur le point blanc. Ça veut dire que le cerveau, il va traiter les points jaunes comme des anomalies, et il va les effacer, mais pas en même temps d'une personne à l'autre. Donc là, c'est vraiment une invisibilité que votre cerveau a générée. Pourquoi? Parce qu'il y a le rayon lumineux qui va toucher votre œil et qui va transmettre une information par le nerf optique qui va l'interpréter et il va donner une décision. C'est la décision de ce que vous voyez. Donc vous voyez que la prise de décision, là, elle est complètement automatique. C'est pas vous qui avez dit « je vais faire disparaître des points jaunes ». Donc ça, c'est important. Et puis, il y en a... Ah voilà, celui-ci est pas mal aussi. Donc ça, c'est vraiment le cerveau qui interprète. Donc c'est pour ça que la réalité n'est pas la même pour chaque personne. Mais là, c'est que du visuel, mais imaginez des situations de vie, c'est pareil. Chaque situation est différente. Alors après, j'aurais pu peut-être mettre le son, mais est-ce que... J'ai pris ce qu'il faut pour moi. Donc après, il va vous montrer un échiquier avec... Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. De façon complètement non consciente, fait des raisonnements, il calcule des probabilités, il calcule avec des quantités. Et voici un exemple très simple. Vous regardez cet échiquier et c'est évident qu'il y a des cases blanches et des cases noires. Et c'est évident que là, il y a un cavalier blanc et un cavalier noir. Donc là, vous voyez, il y a un cavalier bleu. Vous connaissez peut-être. Enfin, moi, ça fait 100 fois que je le regarde et à chaque fois, ça me fait. Donc là, il y a un cavalier blanc, un cavalier noir. Est-ce qu'ils sont de la même couleur? Non. Ils ne sont pas de la même couleur, vous êtes d'accord? Eh bien, si. C'est le même gris. C'est le même gris. Et vous allez voir, parce qu'il va isoler les deux cavaliers, vous allez le voir. Et donc, il va mettre une forme pour isoler les deux cavaliers. Vous allez voir que c'est le même gris. Et à un moment, il va enlever la forme, quelques millisecondes, vous allez voir le même gris. Et puis, tac, ça va redevenir un gris clair, un gris foncé. Pourquoi? Parce que le cerveau va calculer qu'il y a une ombre. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'inférence inconsciente, c'est-à-dire entre le rayon lumineux qui est capté par la fovea de la rétine et le traitement au cerveau, il va interpréter que comme il y a une ombre, il y a forcément un cavalier plus clair que l'autre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et ça fait partie des décisions automatiques, non conscientes de votre cerveau. Votre cerveau a pris la décision qu'il y avait un blanc et un noir, alors qu'ils sont tous les deux de la même couleur. Donc imaginez ça dans une situation de vie réelle. Je crois que ça ne pose pas de problème d'interprétation particulier. Eh bien, sachez que la luminance, donc le niveau de gris des cases sur lesquelles sont les cavaliers sont exactement les mêmes. C'est le même gris sur l'écran. C'est difficile à croire, hein. Il y en a vraiment une qui paraît blanche et l'autre qui paraît grise. Si je les entoure de cercles, de sorte qu'on les isole, j'espère que vous voyez maintenant que... Vous voyez, c'est le même gris. Vous allez voir, dès qu'il va enlever la forme, paf, ça va revenir gris clair et gris foncé. Regardez bien. Rigoureusement du même niveau de gris, et quand ça se fait réapparaître, ça prend peut-être un gris seconde, et vous les voyez sur leur couleur infinie. Donc ce que vous voyez est le résultat d'une inférence. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a ce cylindre-là qui projette une ombre. Pourquoi est-ce une ombre? En fait, c'est une sorte de tache grise sur l'image. Mais c'est interprété par votre cerveau comme une ombre, et le cerveau automatiquement détecte qu'il y a quelque chose qui est sans doute une ombre, parce qu'il y a un objet, la lumière vient à droite, et si c'est comme ça, alors la vraie couleur de l'échiquier doit être obtenue en soustrayant l'ombre. Votre cerveau soustrait l'ombre et vous donne à voir une couleur qui n'existe pas sur la rétine, qui est une luminance qui n'existe pas. Tout ceci est parfaitement non conscient, vous n'êtes conscient que du résultat final, et pas du tout de la complexité de ces opérations visuelles. Alors après, un autre exercice qui va vous plaire. Littéralement dans le laboratoire.
s'appelle le masquage, qui nous permet de... Les images subliminales. C'est-à-dire des mots, des noms, des images qui deviennent invisibles. Alors je vais basculer dans le logiciel qu'on utilise. Vous entendez ce qu'il dit ou pas? Voilà, j'espère que ça va marcher. Le projecteur va devoir changer de résolution. On va attendre juste une seconde que ça fonctionne. Vous allez avoir une petite croix sur le centre de l'écran et vous allez à nouveau devoir la fixer les yeux, ne pas quitter des yeux cette croix. Sur le côté, je vais vous présenter un chiffre qui va être présenté extrêmement brièvement, toujours pendant la même durée. Une image du rafraîchissement de l'écran, donc à 60 Hz, c'est de l'ordre de 16 millisecondes, une image très brève. Mais cela ne vous empêchera pas de le voir. Il y aura un blanc, et ensuite il y aura des lettres qui entoureront la position du chiffre. Et on va faire varier la durée du blanc entre le chiffre et les lettres, et vous allez voir que le chiffre, à un certain moment, va devenir invisible. Donc on commence avec un intervalle de 300 millisecondes, et je pense que vous pouvez voir clairement le chiffre sur le côté. Est-ce que vous le voyez? Alors on va raccourcir la durée progressivement à 100 millisecondes. La durée est encore suffisamment longue pour que vous le voyez, la plupart du temps. 66 est probablement le seuil, et certains d'entre vous ne voient peut-être plus le chiffre. Je crois que la plupart le voient. Et 33 millisecondes. Ah non, mais là, il y a un problème parce qu'il faudrait le mettre toujours au même endroit. C'est droite à gauche, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver, on ne sait pas où est-ce qu'il va apparaître. Non, mais ça, là, vous embrouillez, là, c'est pas bon. Déjà, c'est dur. Non, non, on ne peut rien. Vous voyez, peut-être que le projecteur n'est pas très parfait. On n'est pas au labo. Mais quand même, je crois que ça marche assez bien. Après, ça pour ça. Votre cerveau. Donc en fait, là, votre cerveau, il a vu, mais vous n'en avez pas conscience. Donc c'est ce qu'on appelle les images subliminales. Il y avait eu des scandales à un moment de certaines élections. Dans les publicités aussi, on vous envoie des images subliminales qui vont influencer votre cerveau, qui va marquer la mémoire. Donc quand vous allez vous retrouver face à la marque, vous allez être rassuré, votre cerveau il connaît, parce qu'il n'aime pas la certitude. Donc il va acheter plus facilement la marque qu'il connaît. Voilà, donc savoir que tout cela existe. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que vous n'avez pas conscience que vous prenez une décision, mais votre cerveau va la prendre. C'est pas bien quand même, hein, c'est de la manipulation, ça. Hein. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Va nous faire acheter plein de choses. Alors quand c'est utilisé de cette manière, oui, mais si c'est pour apprendre plus facilement, Ouais, bah oui, oui. tout est dans l'intention, tout est dans l'usage. De toute façon, il y a un côté irrépressible. Le cerveau fonctionne comme ça. Vous avez bien On ne peut pas faire autrement que de le subir. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut... Est-ce que c'est mal que notre cerveau nous mente? Mais s'il n'y a pas d'autre recette, il faut bien qu'il y en... Et non, et justement, et c'est comme on peut rien faire parce que notre cerveau fonctionne comme ça, ce qui est important, c'est de savoir comment il fonctionne. C'est d'en avoir conscience. Le problème, c'est quand on ne le sait pas. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre au plus grand nombre. Parce que c'est important de savoir comment il fonctionne. Ça veut dire que quand on sait comment notre cerveau fonctionne, on peut aller contre notre cerveau? Non, on ne va pas contre le cerveau. Moi, j'ai fait le test. Je ne regarde pas plus les infos depuis bien longtemps. Et pendant une semaine, j'ai regardé les infos. Mais j'avais des palpitations cardiaques, des insomnies, et j'ai arrêté. Parce que j'en avais conscience. Alors bien sûr, quand je dis ça à des gens, ils me disent mais c'est n'importe quoi. Je m'en fous de ce qu'ils pensent, c'est ce que ça fait sur moi. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup de choses, je suis toujours au courant parce que je regarde plein de vidéos sur YouTube ou autres, mais je n'aime pas regarder la télé, ça m'angoisse. Et dans combien de maisons on rentre et la télé reste allumée sans arrêt, c'est une cage d'hypnose. Bah, on voit rien que dans les pubs, hein. Une publicité, combien de fois, moi ça m'est arrivé, je leur disais les pubs ça sert à ça. Ils disaient, non mais bon, moi je vais pas acheter, je regarde comme ça. J'ai dit, est-ce que tu crois que le gars qui a fait la pub, quand tu vois combien ça leur coûte pour 2 minutes, 1 minute de spot comme ça, et en fait bon ça rentre dans notre affect de toute manière, voilà. Mais en neuromarketing, on utilise énormément de choses depuis très longtemps. C'est ça. Que ça soit le bruit de la portière, vous savez, quand vous achetez une voiture neuve, chaque voiture a son odeur. Vous croyez que c'est l'odeur de l'usine? Non. Tout est calculé. Dans un supermarché, qu'est-ce qu'on met au niveau des yeux? Pourquoi on rentre à droite et qu'est-ce qu'il y a à droite? Qu'est-ce que vous trouvez à droite du supermarché quand vous rentrez? Les produits les plus chers. Parce qu'on a tendance à aller à droite. En Angleterre, c'est l'autre côté, c'est à gauche. Et qu'on soit gaucher ou droitière, c'est pareil? Non, ouais.
Ah bon? Après, dans les duty free, vous avez une petite pente à 10% qui vont vous amener à aller acheter des duty free. Et on a tous peur de prendre l'avion quelque part, plus ou moins, parce qu'on prend un risque. Et donc, pour compenser cette peur, on va manger. Et il y a énormément de restaurants dans les duty free. On compense, de façon inconsciente. On va rassurer notre cerveau. On va dispatcher la couleur rose sur la viande pour la rendre plus fraîche. Des brumisateurs sur les végétaux. Tout est calculé. C'est comme ça. On ne va pas changer le système, mais par contre, d'en avoir conscience, eh ben, on voit les choses autrement. En avoir conscience permet de s'en détacher. En fait. Alors, on ne peut pas s'en détacher, comme vous disiez, parce que notre cerveau décide. Enfin, moi, je suis au courant de tout ça depuis très longtemps, parce que je travaille depuis 91 sur l'évaluation sensorielle, mais d'être informé, d'avoir du discernement. De s'instruire, de ne pas tout mettre, comme par exemple les gens disent ah le bio c'est bien ou c'est pas bien. Non, il y a des choses qui sont bien dans le bio et d'autres qui sont moins utiles. On ne met pas tout dans le même panier. C'est pas tout blanc, tout noir, la vie n'est que gris. Et vous avez vu, les gris même quand ils sont les mêmes, on les voit différemment. C'est de ne pas être, surtout pas tomber dans le plus un, moins un. De ne pas passer à l'autre extrême. Dire ah toi tu comprends rien, moi je suis éveillé. Non, je suis la personne qui dit qu'elle est éveillée, moi je m'éveille tous les jours. Tous les jours on apprend des choses nouvelles. Qui peut se prétendre être éveillé? Donc beaucoup d'humilité, de comprendre qu'on apprend tous les jours et surtout pas basculer dans une extrême. C'est pas parce que certaines personnes ont fait des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord pendant une certaine période que ça sera plus vos amis ou plus vos enfants. C'est comprendre que chacun a eu son propre système de décision. C'est d'accepter que l'autre ne pense pas comme moi. Mais je ne suis responsable que de moi. Par contre, je peux changer les autres par mon action, mon attitude, mon comportement. Parce que ça va les faire réfléchir. Et je peux vous dire que moi, je fais réfléchir beaucoup de gens. Et pas en faisant des conférences. En prenant des décisions qui surprennent. Et les gens disent, mais comment tu fais? Est-ce que tu arrives à continuer à vivre? Je dis, bah oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Donc on n'en était qu'à la perception, on n'a fait qu'un pétale. Alors c'est vraiment 4 ans de formation que j'essaye de mettre en 1 heure. La mémoire, elle, comme je vous ai dit, on prend des décisions que par la mémoire émotionnelle. Donc en fait, la mémoire est catalysée par 3 éléments, l'émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, hein, la Madeleine de Proust, l'odeur, la mémoire olfactive est la mémoire la plus profonde. C'est pour ça que des fois, vous avez des odeurs, vous dites, ah, ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Et puis, ça peut être des bonnes choses, ou des bons souvenirs, ou des mauvais souvenirs. Bon, là, j'ai mis le 11 septembre, il faudrait que je change et que je mette un virus, parce que les nouvelles générations, pour elles, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, comme je donne des cours aux étudiants, bon, lui, il a un cerveau alternatif. Le contexte, donc là, j'ai mis un plongeur, mais c'est apprendre aussi, par exemple, d'apprendre en chantant les comptines pour les enfants. Quand on apprend l'alphabet anglais, on le chante, voilà, c'est le principe du jingle aussi, hein, c'est que ça rappelle la marque. Et puis la répétition, on a quand même besoin de répétition. On a besoin de répétition, et donc je vous ai montré tout à l'heure le processus de mémorisation qu'on voit mieux ici. Donc quand il y a des impulsions de sérotonine, eh ben on apprend plus. Ça veut dire que quand on est intéressé par quelque chose, on va le retenir beaucoup plus. Donc c'est important de comprendre que la mémoire est une modification anatomique de notre cerveau. Et donc de créer des nouvelles façons d'agir, ça veut dire des nouvelles façons de penser, donc des nouvelles connexions synaptiques. Et certainement, vous avez dû entendre parler des rituels des 21 jours, qu'on peut changer notre façon de penser en 21 jours, c'est vrai, donc c'est quand même assez rapide. Peut-être que je prends le filaire, je sais pas. Bon, ça va, en fonction d'où je me place. Donc en fait, si vous changez... Là, on vous entend, hein. On entend les micro. Derrière.
Vous l'entendez sans micro? C'est plus agréable avec peut-être. Oui. C'est plus confortable pour l'oreille. Il faut laisser glisser quand même. Parce qu'après, c'est plus d'énergie pour le cerveau. Le cerveau, il retient, mais... 21 jours, voilà, bah, c'est une moyenne qu'on trouve dans beaucoup de rituels. C'est qu'en fait, si vous changez quelque chose pendant 21 jours, ça va devenir une nouvelle habitude. Donc, moi, mon métier, c'est d'amener les gens à créer des nouvelles croyances, en fait. C'est... Ah, super, merci. Allô? Oui. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Je colle à la bouche. Et donc, en fait, quand vous faites quelque chose de nouveau pendant 21 jours, ça devient une nouvelle habitude. En fait, le but, c'est de créer des nouveaux automatismes. C'est-à-dire qu'au départ, ça demande un effort. Par exemple, je disais tout à l'heure, d'aller vous reconnecter et décoder vos émotions. Mais après, au fur et à mesure que vous le faites, ça devient un nouvel automatisme. Moi, maintenant, je sais tout de suite, je détecte tout de suite quand j'ai quelque chose qui me met en colère, je le sens. Et je me dis, tiens, il y a un truc qui me met en colère. C'est quoi? C'est vraiment un nouvel automatisme, en fait. Et ça marche vraiment. C'est de réapprendre, en fait, à décoder les signaux de son cerveau. Ça s'appelle pas de la PNL? Alors, la PNL utilise ça également. Et là, en fait, quand on explique, les neurosciences, c'est vous permettre de comprendre de façon scientifique et systématique ce qui se passe dans ces méthodes d'accompagnement. Et c'est simplement de créer des nouvelles mémoires. C'est comme si vous créez un nouveau chemin, vous mettez de l'eau dans une petite rivière, au fur et à mesure, elle creuse, ça devient un automatisme. Et donc, on a 4 façons d'apprendre. La première, c'est par instruction venant d'autrui. Donc, j'apprends une langue, j'apprends à faire de la bicyclette. La deuxième, c'est l'imitation par les neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, c'est un Italien qui a découvert les neurones miroirs en 98, où en fait, on a tendance, de façon inconsciente, à imiter les gens avec qui on travaille, on vit. C'est pour ça qu'on a l'accent de nos parents. C'est pour ça que dans une entreprise, on va utiliser le même vocabulaire, la même façon de s'habiller, de se comporter. Ou ressentir ce qu'on voit aussi. C'est les neurones miroirs qui font ça. L'empathie également, c'est par rapport aux neurones miroirs. L'essai-erreur, donc j'apprends à marcher parce que je tombe. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a écarté l'erreur. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode de parler de ces erreurs. Excusez-moi. C'est des grosses erreurs. Mais en fait, est-ce qu'on apprend nos erreurs? C'est une information aussi, l'erreur. C'est qu'est-ce que j'en fais? Et puis la quatrième, c'est l'inhibition des mémoires passées. Donc c'est de créer ce nouvel automatisme. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous montrer ce que ça veut dire concrètement. Je vais vous faire un petit test, vous allez comprendre très vite. Donc là, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez mon curseur sur la fenêtre? Oui. Je vais vous montrer avec ma petite flèche un mot. Et vous allez tous en même temps me dire la couleur. Vous êtes prêts? Oui. C'est un exercice. Ah, super, merci. C'est plus confortable. C'est un exercice de lecture, tout simple. Hein. Vous avez compris la consigne? Oui. Je répète. Vous dites la couleur du mot. Vous êtes prêts? Allez, go! Rouge, bleu, vert, bleu, vert, noir, vert, rouge, vert, vert, mauve, jaune, bleu, vert, rouge, Vous ne savez plus lire. noir, rose et jaune. Ça, c'est l'inhibition des mémoires du passé. Parce que votre cerveau a appris à lire, donc vous y arrivez, mais avec de la concentration. Et surtout que je suis allée un peu vite. J'aurais mis les mots dans une langue que vous ne connaissez pas ou dans un alphabet que vous ne connaissez pas, en chinois, ça aurait été très simple. Mais votre cerveau, il a été programmé pour lire. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, de faire différemment, ça demande de l'énergie, de la concentration. C'est pour ça que c'est plus facile de faire comme tout le monde. C'est moins fatigant. Et ça vous explique que l'inhibition de la routine cognitive demande de l'énergie. Surtout qu'on a appris à lire en noir et blanc, enfin, noir sur blanc, sans couleur. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a un changement? Ça, c'est la courbe de Kubler-Ross. Donc, c'est une personne qui a accompagné
les personnes en fin de vie. La fin de vie du micro. Non. Ah, oui, il revient. Ah, il est en alternance. Il revient. Et ça va, je suis pas en colère. Je vais juste lui péter la gueule. Mais si vous entendez quand ça se coupe, ça va. Donc en fait, quand il y a un changement qui arrive dans notre vie, si c'est un changement subi. Alors quand c'est un changement voulu, c'est le saut du Tarzan. Saut de Tarzan. C'est-à-dire je veux déménager, je veux changer de job. Voilà, donc ça c'est moi qui le veux. Mais quand c'est subi, la première réaction c'est le déni. On a bien vu quand il y a eu le Covid, bah, c'est en Chine, quoi, ça ne va pas arriver ici. Et puis après, on a une phase de résistance. On résiste, on ne veut pas que le changement s'applique à soi. Et puis à un moment, bah, on a un déclic et puis on explore des nouvelles façons de faire. Ok. Et donc on s'adapte à ce changement. Et en fait, à chaque phase, il y a une émotion qui va apparaître. Au départ, bah, on est un petit peu dans la tristesse ou la peur. Après, on est dans la colère, c'est la résistance. Et puis on est dans le désir de s'engager pour arriver à faire autrement. Et chaque changement, c'est ça, de façon plus ou moins longue, plus ou moins intense, en fonction du type de changement dont on parle. Et beaucoup de gens critiquent en disant oui, les gens sont résistants au changement, et c'est très bien la résistance au changement. Ça veut dire que les personnes ont intégré le fait que le changement s'applique à eux. Et donc, moi, mon métier, c'est l'accompagnement au changement, et de faire en sorte de trouver les pistes d'exploration qui donnent envie aux gens de faire les choses autrement. Ou que ça soit dans leur motivation individuelle. Et de ne pas être... Alors après, on peut utiliser ça aussi dans la manipulation, il y a différentes façons de faire. Et tout dépend aussi de quel changement on parle et est-ce qu'il est vraiment utile. Mais moi, c'est ce qui m'a permis aussi de prendre des décisions dans ma vie, de continuer à contribuer ou pas. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça, c'est que c'est la mémoire du passé qui permet d'élaborer le futur, parce que c'est grâce à ce qu'on a vécu qu'on va se projeter dans un scénario futur. Donc si on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas en fait. Donc c'est d'apprendre à décoder ça, mais de comprendre que dans le cerveau, c'est la même chose. Troisième pétale, l'attention. Je vais vous montrer une photo, vous allez me dire ce que vous voyez en premier. Vous êtes prêts? Ça c'est facile. La salade. Bah, vous êtes sage, hein, personne n'a vu le verre de vin. Ah non, moi j'ai dit le pinard. On n'ose pas le dire. C'est ça. Non, j'avais vu la Alors voilà, ça c'est intéressant. On n'ose pas le dire. Ah non. Voilà, ça c'est la mémoire sociale. Il y a du monde ici. Il y a du monde. Et il y a du vin qui vous attend. Chouette. Donc en fait, quand on va avoir une situation de vie, on va avoir des clics, ce qu'on appelle la carte de science. Le cerveau, il va détecter certaines choses en premier, mais c'est différent d'une personne à une autre. Et ça aussi, on l'utilise sur ce qu'on appelle les IHM, les interfaces homme-machine. Et ça, vous le savez, au niveau aéronautique, hein, ou que ce soit les sites internet aussi, on va suivre le contact visuel. Dans un supermarché, on va voir par où notre regard est captivé. Donc, on va vraiment essayer de comprendre cette carte de science, qu'est-ce qui va sortir, la science du verbe saillir, qu'est-ce qui sort en premier pour chaque personne. C'est peut-être par rapport à des préférences, par exemple, mon ami Michel aime bien boire son petit verre de rouge. Moi, je préfère manger. C'est peut-être par rapport à la préférence, peut-être par rapport à la couleur, par rapport aux besoins du moment, l'utilité immédiate. En fait, la carte de science, elle dépend de l'utilité immédiate et l'utilité à long terme. En tout cas, ils ont envie de boire un petit verre. Oui, je sais. C'est ce que j'avais dit à Amanda, à 9h moins le quart, c'est l'heure de boire. Mais ça va, vous allez pouvoir tenir mon rapport. On a la bourre déjà depuis longtemps, de toute façon. On peut tenir. Et donc là, je vais vous faire un petit test d'attention. Alors, je ne vais pas passer... il y a un film que tout le monde connaît, je pense, mais je vais vous en passer un autre. Mais il va l'évoquer, Stanislas. Alors, ce que j'aimerais quand même, c'est... Non, on va le faire. Je vais vous faire le petit test. On va changer le son et le mettre sur la baffle. Oui, c'est normal, j'ai enlevé le câble.
C'est voulu. D'accord. C'est pas le cerveau automatique de mon ordi, c'est moi le capitaine. Alors, parce que si je vous montre le titre de la vidéo, ça foire le jeu. Suspense. Voilà, donc là je vais vous montrer. Envie de partir aux États-Unis? Voyager moderne. French Bee a choisi la 350. Des pubs. Mais est-ce qu'il y a des images subliminales? Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir deux équipes. Il y aura des personnes avec un t-shirt blanc, des personnes avec un t-shirt noir, et vous allez compter le nombre de passes que les gens qui ont un t-shirt blanc font entre eux. Et si vous avez déjà vu, vous dites rien. T-shirt blanc, combien de passes? Ok? How many passes did you count? 15. 16. 14. 14. 16. 16. Est-ce que vous avez vu autre chose? Un ours, un gros gorille. Alors, qui n'a pas vu le gorille, levez la main, c'est normal, voilà. Il y en a plein qui ne l'ont pas vu. Nous, on aime bien, on est concentré sur quelque chose. Je vais vous remontrer le film et vous allez comprendre. Moi, il m'a déstabilisé. Alors, regardez, c'est 15. Et regardez, ils vont repasser le film. Ah bah oui. Ouais, mais il a un t-shirt noir aussi, lui. Aussi, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Oui, mais Il n'est pas bête. vous avez dit ne comptez pas ça. Et donc, dans la vie, on a tous des gorilles qui nous passent. Moi, je vois pas. Oui, mais moi, je l'ai vu quand même. C'est très Malgré bien. tout. Moi, j'avoue que je ne l'avais pas vu la première fois. De compter les passes. Oui, mais Il n'a pas dit de imagine. compter. Non, imagine ça. À un moment donné, c'est pas que je ne vais pas. Je vais vous faire un autre test. Donc là, c'est sur l'attention. Allez, les gorilles, hein. En fait, vous avez remarqué, quand vous voulez acheter une voiture, vous voyez que cette voiture dans la rue. Oui. Et pourtant, il n'y en a pas plus que d'habitude. C'est le cerveau attentionnel. C'est comme quand on arrête de fumer, on voit que des fumeurs. Ou bien quand on est enceinte, on voit que des femmes enceintes. Exactement. C'est bizarre. C'est un biais cognitif, ça. C'est un biais cognitif. Il fait une sorte d'inférence. Il essaye de deviner. Alors là, je vais vous montrer un autre petit film. Et vous allez observer, puisque maintenant vous êtes des professionnels, vous avez vu le gorille. Donc là, vous allez regarder un film et vous allez regarder ce qui se passe. Blanc, c'est qu'il y a rien de blanc. Voilà. Votre cerveau prend une décision. La conscience correspond à une sorte de décision de la part du cerveau. Mais de cette manière-là, nous pouvons dans mon laboratoire avoir des stimuli qui sont soit minimalement différents, soit éventuellement identiques lorsqu'ils sont juste au seuil. Certains vont être conscients, d'autres ne vont pas l'être. Dernière démonstration, on peut devenir aveugle et non conscient simplement parce qu'on est distrait. On ne voit pas certains aspects du monde extérieur, on n'en prend pas conscience. Alors, j'avais préparé le film du gorille, on m'a dit tout le monde connaît le film du gorille maintenant, donc je ne le montre pas. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur internet, ça vaut le coup, c'est intéressant. Mais je vais vous en montrer un autre, qui est un petit film qui a été réalisé par la BBC, j'espère qu'on a du son, et je vous laisse regarder, c'est une petite énigme policière. Alors, petit truc, c'est pas grave si vous ne comprenez pas l'anglais. D'accord. C'est Agatha Christie. Une astuce. Un petit indice.
somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, son. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Alors la question c'est est-ce que vous avez vu quelque chose de spécial ensuite? Ne rallumez pas la lumière parce que je vais... Est-ce que vous avez vu quelque chose de J'ai spécial? vu un ours au début. Un ours? Il y a de la Est-ce que vous avez vu quelque chose de spécial? Est-ce que quelque chose a changé? Oui, il y a un personnage. Alors, il y a du monsieur, Les personnages. l'armure, L'armure, elle a changé. les fleurs, un peut-être qu'à vous tous, mais en fait, vous savez combien il y a de changements et vous allez le voir? 21 changements. On est frappé là. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé, on vous a focalisé l'attention sur Le mort. sur l'énigme. C'est pour ça que je vous ai dit, l'indice, c'est pas grave si on parle pas l'anglais. Mais quand on focalise sur quelque chose, on voit pas le reste. Quand on vous parle de quelque chose pendant un an, on voit pas tout le reste. C'est là où on est passé sur d'autres. Vous avez l'impression que c'est une bête énigme policière et on ne comprend pas très bien d'ailleurs l'énigme, mais à votre insu, il s'est passé un certain nombre de choses. Alors regardez. On va voir comment le film a été fait. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:30 was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Pratiquement tout est changé. Les tableaux, les personnes, l'armure. I was buttering his lordship's scones below stairs, son. Même le mort, il a changé. Constable, arrest Lady Smythe. Alors après ça, on va être parano, tous, grave. Ouais, on va C'est comme ça que les gens sont faire. C'était une pub de la BBC pour dire attention aux cyclistes, parce qu'on ne voit pas tout. Et c'est pour ça que c'est très très important de ne pas téléphoner au volant de sa voiture. Parce que tant que ça se passe bien, pas de problème. Mais quand il y a un imprévu, eh ben on ne peut pas être aussi réactif. Et donc je racontais ça, un jour je faisais cette formation à une société d'assurance dont je tairai le nom. Et quelqu'un me dit, mais moi quand je fais beaucoup de trajets, je regarde des films sur la route. C'est pas possible quoi. Vous savez que les routiers regardent des films. Et tout à l'heure, il y a un mec qui faisait comme ça quand je suis venu en route et il était au téléphone. Et comment on peut être encore au téléphone alors qu'il y a 10 000 systèmes de... Non mais franchement, faites très attention parce que c'est dramatique. Non, ce qui peut se passer, si je peux me permettre, quand vous regardez un film et vous regardez un film avec des véhicules, si vous êtes vraiment attentionné au film, ben vous rentrez dans le film et vous allez, si le véhicule freine dans le film, vous allez freiner alors qu'il n'y a personne devant, par exemple. Bon, il y a du vécu. Ah mais si je vous le dis, si je vous le dis, si je vous le dis. Alors moi j'ai vu Top Gun dans l'avion. Oh Je là peux vous là. dire, ça faisait bizarre. Ouais. Et puis Non mais vous rentrez dans le film après, c'est chiant. voilà, donc voir ou réfléchir, il faut choisir. L'attention, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration. Et après, on peut choisir d'être attentif, soit sur le global ou le détail. Il y a différentes façons d'être attentif sur des faits versus des idées, tradition versus nouveauté. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'être attentif, ça demande de l'énergie. Donc, quand on prend une décision, rappelez-vous, il y a un pétale, c'est l'attention. À quoi je fais attention?
C'est pour ça qu'il faut être à plusieurs cerveaux. C'est pour ça que c'est bien de discuter avec des gens, parce que vous ne pouvez pas tout voir avec un seul cerveau. C'est d'avoir plusieurs... Donc il n'y a personne de rationnel en fait. Personne. Ah ben heureusement, on n'est pas des robots, c'est la bonne nouvelle. J'ai fait une conférence, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Oui. Et en fait, l'intelligence artificielle sait imiter des émotions, sait reconnaître des émotions, mais ne prend pas des décisions à partir des émotions, mais à partir d'algorithmes. C'est ce qui fait notre humanité. Donc aimez votre système 1. Et aimez vos biais cognitifs, ça fait partie de vous. C'est notre humanité. Et oui, on est, heureusement. Bon, on l'est quand même de temps en temps, quand même. Ben, moi, j'ai fait une étude sur la prise de décision par l'intuition. J'ai interrogé une trentaine de cadres, y compris des banquiers. Tous, ils me disent qu'ils utilisent leur intuition, mais ils vont utiliser les chiffres pour valider. C'est pour ça qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. D'accord. Surtout les politiques. Après, nos sens fonctionnent tous soit plus par la vue, d'autres vont être plus kinesthésiques, d'autres. Il y a des préférences cérébrales et dans le détail, mémorielles. Les auditifs sont plus, en général, il me semble, dans le détail des choses. Oui, on va avoir différents types de préférences. Voilà, et ça change. D'une personne à l'autre, mais ça change et nous aussi on change. On a une variabilité interpersonnelle et intrapersonnelle en fonction des situations. Si vous êtes amoureux, vous n'allez pas avoir le même système, les mêmes systèmes de valeurs que par rapport à d'autres situations plus professionnelles. Vous n'allez pas prendre les décisions de la même manière. Je vais poser une question. Avec les enfants, moi je sais que j'ai pas du tout le même système décisionnel qu'avec des clients. Oui. Du coup, si on n'est pas tous rationnels, ça sert à quoi le mot rationnel alors? Ça sert à quoi? Parce qu'on utilise les deux. Parce qu'on est les deux. On est un être rationnel et un être émotionnel. On est les deux, on est cerveau total. Mais alors du coup, si notre émotionnel il est dérangé, on n'est pas rationnel. Non, on utilise toujours les deux. Comment on sait quand on est rationnel alors? Ben, quand on prend des décisions et qu'on pèse le pour ou le contre, quand vous achetez une paire de chaussures, ben, vous l'achetez parce qu'elle vous plaît, mais vous l'achetez aussi parce qu'elle a un prix qui vous convient. Donc c'est raisonnable, c'est la raison, c'est les deux. C'est rationnel. C'est les deux. On est cerveau total. On n'est pas que rationnel ou que émotionnel. Bah, l'émotion, elle est déjà primaire, quoi. Voilà, c'est plus fort que nous. Ça passe d'abord par des émotions. On vous dit que c'est le deuxième cerveau, ça c'est le premier cerveau. Ouais. Notre cerveau, celui-ci, s'est développé quand on est passé de la posture 4 pattes à debout. Et on a des neurones partout. Ma prof de neurosciences, elle est décédée d'une maladie neurodégénérative, elle avait des neurones dans les muscles. On a des neurones dans le cœur. On a des neurones partout. On découvre de plus en plus de choses chaque jour. Et nous ne sommes pas que des neurones. Les neuroscientifiques ne savent pas où se trouve la conscience. Parce qu'après des NDE, on s'est rendu compte, mais ça c'est pour la prochaine fois. Ah bah vous êtes intéressé. Oui, pardon, question. Vous parlez d'intuition, et l'intuition arrive de quelle partie? Ah, alors il y a plusieurs types d'intuition. Il y a l'intuition pure. Je ne sens pas de prendre ma voiture ce matin. Il y a l'intuition d'expert. Et je vais en parler là d'ailleurs avec Sully. Vous voyez cette photo, en fait c'est le film Sully, si vous l'avez vu, du pilote qui atterrit sur la rivière l'Hudson et qui n'a pas suivi les procédures. Et du coup il est passé dans un tribunal parce qu'il a été critiqué pour ne pas avoir suivi les procédures. Et ils ont comparé avec un simulateur. Il a demandé de rajouter 17 secondes pour la prise de décision. Parce que la machine, on lui a donné l'ordre d'aller atterrir dans un aéroport à côté. Mais elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu besoin de réfléchir à savoir quelle était la meilleure décision. Et en rajoutant 17 secondes au simulateur, ils ont craché. Donc l'intuition, il y a l'intuition pure et l'intuition d'expert qui fait appel à la mémoire. C'est l'expertise, c'est l'expérience. C'est ce qui fait les rides. C'est qu'on sent les choses. Par exemple, s'il y a des gens qui travaillent dans des banques, il y a des dossiers, on les passe à la lunette dans des dossiers de prêt. Et puis, la personne qui a de l'expérience dit tout est nickel, mais je ne sens pas ce client, ou l'inverse. Moi, j'ai confiance en lui, mais son dossier ne passe pas. Le médical, c'est pareil. D'accord? Donc, c'est. Et le fait
je vous ai dit, la mémoire, c'est la répétition. Moi, ça fait depuis 30 ans que je forme, que j'audite, et je capte très vite les informations dans une organisation, et je me dis, mais comment t'as fait? Mais parce que mon cerveau, il est entraîné. Le sens de l'observation, c'est chaque métier, on développe une certaine expertise. C'est pour ça que j'ai développé art et management. Il faut d'abord maîtriser les techniques pour aller au-delà des techniques. Bon, j'ai formé aussi des commandants sous-marins, et c'était très marrant parce que j'expliquais ça aux jeunes commandants sous-marins, et je leur disais que la procédure, c'est bien, on a besoin de la procédure, mais il faut savoir sortir de la procédure pour utiliser son intuition quand on ne sent pas les choses. Ils me disaient non, il faut suivre la procédure, vous ne vous rendez pas compte. Et puis il y avait des commandants sous-marins plus expérimentés qui les regardaient avec un petit sourire et qui disaient vous verrez. Et j'ai des témoignages de commandants qui m'ont dit moi j'ai plongé à fond parce que je ne le sentais pas, et en fait ils ont failli se prendre un gros navire. Donc c'est l'histoire du film Sully, c'est l'histoire des pompiers qui disent sortez tous, paf, ça explose parce qu'il a senti. Cette détection des signaux faibles en fait. Donc deux types d'intuition. Après il y a l'instinct. L'instinct c'est plus lié au corps, l'intuition c'est plus lié à l'esprit. Mais là aussi c'est à développer, c'est un grand chapitre. L'intuition, l'inspiration aussi, on pourrait parler d'inspiration. D'où vient l'inspiration des peintures? D'où vient l'inspiration des scientifiques, le Eureka d'Archimède? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc en fait, quatrième pétale, l'évaluation, à quoi on donne de la valeur. Donc là, c'est la valeur pour aller boire un coup, mais j'ai pas fini. C'est à quoi, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est, quand je vais décider, à quoi je vais donner de la valeur en fait? Est-ce que je vais donner, quand je vais prendre la décision de quitter un travail pour créer mon entreprise, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est mon autonomie, c'est ma sécurité matérielle, c'est ma liberté de penser. Pourquoi je veux créer mon entreprise? Pour reprendre l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est important de savoir par rapport à quoi je prends des décisions. Et ça c'est quand on est seul, mais quand on est à plusieurs cerveaux, et effectivement là on parle, est-ce que notre choix se fait-il de façon logique ou intuitive? Et puis nous avons ce qu'on appelle le système de récompense. Donc en fait on est tous addicts à la dopamine, et donc c'est l'addiction typique au jeu, au sexe, à l'alcool, à la cigarette. Et la dopamine, c'est l'envie de réussir, c'est le principe des jeux vidéo. C'est de toujours avoir un challenge, mais aussi de se comparer à d'autres, c'est le principe de Netflix. Et puis la première addiction qu'on a tous, c'est le sucre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de sucre dans tous les aliments industriels. On rajoute du sucre. Dans les burgers, dans le pain. Notre première addiction, c'est le sucre. Voilà, et donc système de récompense. Aussi, j'ai mis un œil extérieur parce qu'on a très peur du jugement extérieur, mais le premier jugement, c'est nous-mêmes. Et puis l'action, c'est la prise de décision. On va décider à partir de ces 5 pétales dont je vous ai parlé, si on met le cerveau en mouvement. Et donc, ce qui va mettre le cerveau en mouvement, c'est l'émotion, parce qu'en latin, émotion veut dire mouvement, motio. Donc l'émotion, c'est ce qui va vous permettre de mettre votre cerveau en mouvement. Et donc, je vais peut-être conclure ici, savoir que le mouvement est une ressource, d'où les ateliers créatifs qui permettent de mettre le cerveau dans des prismes différents. Mais je n'utilise pas que l'art, j'utilise aussi, je fais des ateliers de parfum, des sorties en bateau, des sorties dans la nature, simplement sortir du cadre pour changer de prisme et faire les choses autrement. Je voulais vous détailler et développer les biais cognitifs, mais je ne veux pas déborder trop, mais juste une image pour vous montrer ce que c'est qu'un biais cognitif. Ah ouais. Et là, dès qu'il y a un problème, moi j'envoie cette photo, par WhatsApp ou quoi, pour expliquer que les deux ont raison. D'un côté, ils voient 4 barres, de l'autre 3 barres, donc les deux ont raison. Et en fait, la majorité des conflits, c'est parce que je veux avoir raison. Et si j'arrête de vouloir avoir raison, et que justement je veux me focaliser, c'est quoi notre objectif commun? On trouve une solution, je te l'enverrai. Non mais c'est grave parce que la différence c'est 70 000 €. Pourquoi 70 000 €? D'un côté il y a 4 barres, de l'autre côté 3 barres et c'est 70 000 € la barre en ce moment. C'est à peu près ce petit côté. C'est un peu ça. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer que en fait on a tous des biais, des schémas de pensée, et nous ne pensons pas comme nous pensons que nous pensons.
pensons. Et le premier biais, c'est de croire que moi, j'ai pas de biais, toi, tu en as. Non, on a tous des biais. Pourquoi? Parce que les biais, c'est des raccourcis heuristiques, ce qu'on appelle en neurosciences des raccourcis heuristiques. Pour aller plus vite, c'est le système 1. Donc, c'est être vigilant dans certaines situations de votre propre système 1. En informatique aussi. Voilà. Et donc, des biais cognitifs, on en a des centaines. Donc là, voilà la roue des codex des biais cognitifs. Et vous en connaissez certains, notamment le biais de conformisme. Faire comme tout le monde, c'est plus facile. Ne pas être le bouton noir. Le biais de halo, donc c'est important la façon dont on se présente, parce que ça a un impact sur la façon de faire. Oui, si lui réussit, c'est parce qu'il est pistonné, moi j'ai pas de chance. Voilà, les autres ont toujours plus de chance ou quoi. Donc de nombreux biais, et moi je vous invite donc à développer votre système 3, c'est-à-dire d'avoir conscience, d'être conscient que vous avez des biais, c'est le système 1, c'est normal. Ne pas lutter contre les biais, c'est tout à fait normal. Si vous n'aviez pas de système automatique, vous seriez épuisé en fin de journée. Système 2, système conscient, et système 3, je développe ce que j'appelle la vue du balcon. Non pas prendre du recul, parce que prendre du recul, c'est vous dédoubler. Tant que ça va, mais dès que vous en pouvez plus, ça pète et ça revient en boomerang. Donc prenez plutôt de la hauteur, regardez-vous vue d'en haut, et posez-vous la question. Et pour aller plus loin, pour continuer, si vous voulez, moi j'ai développé beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner. Je ne suis pas une youtubeuse, je le fais vraiment pour partager. Vous verrez comment décoder ses besoins essentiels, justement décoder ses émotions, que faire en cas de fatigue mentale, comment gérer le stress. Enfin voilà, des petites vidéos assez courtes qui vous donnent des clés de lecture, mais de vraiment mieux comprendre votre cerveau vous permettra de vivre autrement et de vivre plus en paix avec vous-même surtout. Voilà. Merci. Alors, on a préparé une petite boîte pour les contributions parce que les 5 € c'était pour le pot de ce soir, mais voilà, c'est la petite boîte, le chapeau qui est un peu cubique. Merci à vous. Et donc, je vous invite aussi à découvrir mes peintures et me dire votre ressenti émotionnel et rationnel. De loin déjà, c'est bleu. C'est beaucoup de bleu.